Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur le Talk avec Signé Naha. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir ce monsieur qui est un personnage du football camerounais. Vous savez, il y a des personnes comme ça qui ne sont pas très habituées des plateaux parce que pour leur volonté personnelle. Et aujourd'hui, on a un homme aux multiples compétences. Il est manager dans une entreprise de la place, il est promoteur d'une académie et un ancien, je vais dire, récent ancien, parce que c'est encore mieux, président de la Dynamo, parce il a quitté son poste le 4 août dernier. Mon invité est Monsieur Alphonse Béat. Monsieur Alphonse Béat, bonjour. Bonjour Richard. Mais d'entrée de jeu, il faut qu'on se dise, vous souhaitez qu'on vous appelle Monsieur le Président, DG ou bien Monsieur Béat? Monsieur Béat, ça ira. Bon, ok. Bon, vous voyez, déjà, ça commence bien parce que Monsieur Béat, c'est... Alors, Monsieur Béat, vous savez, aujourd'hui, les Camerounais vous connaissent en tant que président de la Dynamo, mais qui se cache derrière Monsieur Alphonse Béat? Derrière Monsieur Alphonse Béat se cache pas mal de choses. Comme vous l'avez si bien dit dans votre propos introductif, ma personnalité est celle d'une personne qui n'aime pas trop la lumière. Ah ouais. Vous savez, je m'inspire toujours des grands de ce monde et il y a un de ces grands-là qui disait que le bon leader, c'est celui qui sait se mettre en avant pour prendre des coups. Et se mettre en retrait pour laisser son équipe prendre la lumière quand il arrive le moment de célébrer un succès. Donc moi, je suis un Camerounais. Je suis rentré au Cameroun il y a plusieurs années. J'ai travaillé dans le projet de mise en place de la compagnie aérienne Camerco, où j'ai eu l'honneur d'être le premier Camerounais à occuper des postes de responsabilité à la direction commerciale. Ah ouais. Parti de là, je me suis retrouvé à Maersk, où j'ai été tour à tour directeur commercial et ensuite directeur général et directeur cumulativement directeur commercial régional Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Je suis parti de là en 2015 pour être directeur régional Afrique centrale et océan Indien chez DHL et aujourd'hui je suis directeur général de DHL. Waouh. Vous voyez, donc je vous ai dit que c'est un monsieur qui a aux multiples compétences. Mais aujourd'hui, Monsieur Béat, en tant que président, en tant qu'ancien président, parce que il faut, je ne sais pas, là, moi, je vais vous dire, je suis embarrassé parce que j'ai comme l'impression que Dynamo n'est jamais quitté de votre esprit. Comment se porte la Dynamo? La Dynamo se porte très bien. Vous savez, c'est un club qui existe depuis 1948. Vous savez que je ne peux pas avoir la prétention de dire que Dynamo a commencé avant moi. La Dynamo se porte bien et se portera toujours bien. C'est un club aujourd'hui qui est structuré, qui reste structuré, qui a une équipe dirigeante, un bureau exécutif, un comité de sages et des organes dirigeants qui tiennent la route et qui continuent de suivre un projet qui ne dépend pas que d'un seul homme, qui est une feuille de route qui a été fixée au début de ce mandat et qui va continuer, bon gré, mal gré. mais Monsieur Béat, il y a 3 ans, je vous avais reçu, à cette époque, vous étiez encore président du comité de normalisation de la Dynamo et à cette époque aussi, Dynamo était en élite tout. Parce que je me souviens, je vous avais posé la question, quel est votre plus grand rêve? Vous m'avez dit, mon plus grand rêve, c'est que la Dynamo remonte en élite one. Et après, vous êtes devenu président. Je me souviens très bien, c'était en juin 2023, le 26 juin 2023, un truc comme ça. Et depuis ce temps, qu'est-ce qui a changé entre vous et la Dynamo? Ce qui a changé entre moi et la Dynamo, c'est un ancrage au niveau émotionnel qui est de plus en plus grand. Vous savez, en tant que fils Bassa Batimpo, c'est quelque chose qui est dans notre ADN. Dynamo de Douala, depuis ma naissance, j'ai été bercé par l'amour de ce club-là, de par mon père, de par mes parents. Qui m'ont conté l'histoire de ce club et je voyais comment la passion pour ce club les portait.
Et ce qui a changé, comme je l'ai dit, c'est l'évolution au niveau émotionnel, parce qu'il a une chose de regarder de loin à travers ses parents, être supporter. Il en a une autre de présider aux destinées d'un club aussi mythique. Hein. Aussi mythique. Donc aujourd'hui, je me sens beaucoup plus ancré dans ce club-là. Vous savez, comme je dis souvent, hein, on ne sert pas un projet qu'en étant président ou en étant directeur. On peut servir un projet différemment. Différemment, oui. Voilà, donc ce qui a changé, c'est que depuis, ce club est resté 23 ans en Elite 2 et dans les divisions inférieures. Comme je vous l'avais dit, on a réussi à le faire monter. Oui, oui, c'était un exploit parce que voilà. Je me suis toujours souvenu que il s'est dit, enfin, il a accompli son rêve. Ouais, c'était un rêve. C'était un rêve. Et puis pour moi, c'est un jour qui est resté gravé dans ma mémoire. Ce jour où le club est revenu en Elite 1, je suis parti à l'entraînement au stade Asecna. On a célébré avec les joueurs, avec le bureau exécutif. Oui, les vidéos même circulées. Voilà, tout le pays s'est embrasé. La communauté Bassampo, du monde entier, était en joie. Donc, vous savez... Là où la vie a du sens, c'est quand on procure des émotions positives aux autres. Et ça nous permet de mieux dormir la nuit. C'est ça qui nous fait aussi, qui est le moteur. Mais monsieur Béat, vous savez, les gens, je me doute beaucoup que beaucoup de personnes à l'évocation de votre démission, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de personnes ne s'attendaient pas à ça. Et franchement, moi-même, j'étais très surpris que M. Béat, passionné de foot, passionné de la Dynamo, puisse démissionner. Et beaucoup de personnes veulent savoir, M. Béat, qu'est-ce qui vous a poussé à démissionner? Bon, contrairement à ce qui a pu être dit ou ce que certains ont pensé, hein, je ne suis pas parti sur un coup de tête, ni pour un malentendu quelconque. C'est une décision mûrement réfléchie, qui aurait pu arriver avant, parce que c'est beaucoup plus pour des raisons professionnelles, pour vous dire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai une autre vie, j'ai d'autres vies. Et au niveau de mon emploi, je représente une multinationale au Cameroun. Exactement. Ça commençait à être un peu difficile de pallier les deux. Parce que être président de club, d'un club mythique comme la Dynamo, c'est un boulot à plein temps. C'est un full-time job. Oui, c'est un full-time job, et puis très prenant, émotionnellement, financièrement, matériellement. Il faut être impliqué à 100% et je ne suis pas quelqu'un qui fait les choses à moitié. Exact. Oui, et ça a commencé à peser. Problèmes à peser. Et vous savez, même sur le plan physique, je commençais à sentir une certaine fatigue. Et au niveau de mes patrons aussi, je ne suis pas propriétaire de mon entreprise. Non. Ça commençait un peu à gêner, à se dire que bon voilà, est-ce que le temps qu'il consacre à cette activité n'empiète pas sur le boulot. Le boulot. Donc j'ai eu une discussion avec mon patron il y a quelques mois, et qui m'a bien fait savoir que bon, à travers 2 ou 3 questions que votre chef vous pose, vous pouvez déjà percevoir que je ne suis pas très à l'aise avec certaines choses. Il est revenu encore il y a quelques temps. Bon, je lui ai dit, écoute, je vais me consacrer à 100% à l'entreprise, à mon boulot. Et puis mais j'en ai parlé quand même en amont à certaines personnes du bureau exécutif, à certaines personnes dans le conseil des sages. Bon, peut-être que jusqu'à ce moment-là, ils ne pensaient pas que j'allais le faire. Mais vous savez, les grandes décisions à certains moments doivent se prendre tout seul. Et puis, dans son âme et conscience, et se dire que voilà. Mais je ne pouvais pas le faire avant de m'être assuré que la saison se termine bien, que les choses sont bien en place. Nous avons même eu des réunions pour amorcer la saison d'après. Donc, ce n'est pas une maison qu'on abandonne au bord d'un carrefour. Donc, tout est sous contrôle. Et puis, ce n'est pas une décision qui a été prise sur un coup de tête. C'est un coup de tête. Mais justement, M. Béat, vous savez, beaucoup de Camerounais vous prêtent des intentions comme celle du fait que... Parce que quand vous avez démissionné, vous savez, il n'y a pas que des gens qui vous aiment. Hein. Non, ça c'est clair. Ça, et justement, pour certaines personnes, ils disent que vous voulez vous arroger seul le transfert de Lionel Ateba en Algérie, qui a été, pour certaines personnes, la pointe de discorde entre vous et le comité des sages. Est-ce que c'est vrai?
Non, je tenais d'abord à clarifier une chose. Il n'y a eu aucune discorde entre le bureau exécutif, le conseil des sages et moi. Il n'y a pas de discorde. La preuve, c'est que quand on se battait au moment où le club était vraiment dans une mauvaise passe, à la phase retour, là où on a enchaîné 8 défaites successives, écoutez, la mobilisation s'est faite à partir du bureau des sages que je suis allé voir et que le président a pris sur lui. On organisait des réunions tous les mercredis pour voir qu'est-ce qu'on devait faire match après match. Le bureau exécutif et moi, que ce soit mes vice-présidents, les autres membres du bureau, on se parle tous les jours. Il n'y a pas de discorde. Maintenant, pour revenir sur le transfert de Lionel Ateba qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, dont j'ai personnellement souffert dans mon fort intérieur, parce que vous savez, quand vous faites des choses de bonne intention, moi, le peuple camerounais ou mon peuple Bassa Batimbo ne me connaissait pas pour beaucoup de gens. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu dans mon parcours une réputation un jour d'un escroc ou d'un voleur. Je n'aurais pas fait le parcours professionnel que j'ai fait. Exactement. Bon, quand j'ai commencé, vous savez, le football, je le connais. Je le connais un peu. C'est le football qui m'amène en Europe, comme beaucoup ne le savent pas. J'ai été footballeur. Oui, beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens ne le savent pas. J'étais un défenseur central. Pas facile rigoureux. Non, très rigoureux, dur sur l'homme. Je crois qu'on me connaît plus à Paris qu'au Cameroun. Campos et autres, ils peuvent en témoigner. Bien sûr. Voilà. C'est un enfant que j'ai repéré dès que nous avons commencé à travailler sur le projet en Elite One. J'ai commencé à gérer certaines choses à son niveau quand il était dans PW de Bamenda. Je salue le président au passage. Oui, le président Boundé. Le président Boundé avec qui nous avons de très bons rapports jusqu'à présent. Oui. On a travaillé sur ce gamin, on a payé ce qu'il fallait payer pour le faire venir. Vous savez comment ça se passe dans le foot. Le joueur est sous contrat. Vous rachetez la dernière année de contrat. Maintenant, vous négociez avec le club que, au cas où on le revend, vous avez tel pourcentage à le vendre. C'est des choses usuelles et normales. C'est clair. Mais bon, et certains ont pensé que c'était une entourloupe quand il fallait verser 30% à Babenda, que je suis allé monter de toutes pièces pour voler, je ne sais pas, 30 millions ou 40 millions. Monsieur Nah, je pense quand même que c'est des sommes qu'on peut gagner autrement. Autrement, bien sûr. C'est pas dans le Dynamo qu'on va venir voler 30 millions. Donc voilà, mais tout simplement, il fallait comprendre que le peuple aussi, beaucoup de gens ne comprennent pas les mécanismes du football. D'ailleurs, aujourd'hui, la Dynamo de Douala est en train d'attendre, de réclamer 25%. Oui. De la revente d'Ateba de Usma pour Simba. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de l'argent qui va arriver dans les caisses de la Dynamo. On parle de beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Oui, et vous n'êtes plus là. Je ne suis plus là, mais c'est des choses que j'ai négociées. Bien sûr. Mais ça, mes détracteurs n'en parlent pas. Mais quand il fallait faire la même chose avec Bamenda, il y a eu... Il y a un embrasement. Oui, un embrasement. Cet escroc-là, il est venu encore voler de l'argent. Oui. Le transfert d'Ateba a rapporté 147 millions de francs CFA à la Dynamo de Douala. Bon, vous qui êtes dans le monde du football, je parle ici en pensant au président du club au Cameroun. Ça ne représente rien du tout dans le milieu du football camerounais. Ah bon? Rien. Comment ça? Quand on parle de transfert d'argent, vous parlez d'un jeune qui a été transféré des brasseries ailleurs à 2 millions d'euros. Là, on peut se dire que... On peut commencer à parler. Causer, 1 milliard? dire que oui. Mais là, on parle de 147 millions. Monsieur Nah, sur une saison, la masse salariale de Dynamo cette saison-là était de 13 millions CFA par mois. Ah oui. Joueurs et encadreurs. 13 millions. Si vous faites déjà 13 millions, fois 10, on est à 130 millions. On est à 130 millions. Maintenant, vous savez que cet argent-là, c'est financé comment? La subvention que la FECAFOOT donne n'est qu'un appui. Oui. Contrairement à ce que les gens croient, la FECAFOOT n'est pas là pour gérer les clubs à 100%. Exact. Mais nous rendons grâce à Dieu qu'avec la nouvelle impulsion, on reçoit quand même un subside qui permet d'alléger certaines tâches. Maintenant, qu'est-ce que vous faites au départ? Il m'est arrivé de voir les membres de mon bureau exécutif et dire à certains, OK, si tu avais mis un peu d'argent de côté pour acheter un terrain ou pour envoyer un enfant à l'étranger, tu peux d'abord nous prêter peut-être 5-10 millions. Et on te remet mais c'est comme ça qu'on arrive à fonctionner. Parce que la Dynamo, vous n'avez pas entendu de grève de joueurs et tout. Non. Mais les gens pensent que l'argent vient d'où? Chaque match que la Dynamo va jouer à l'extérieur, je ne parle pas que de la Dynamo, tous les présidents de club qui m'écoutent peuvent témoigner. Oui. Vous allez jouer un match à l'extérieur, ça vous coûte au moins 1 million. Entre le transport, l'hébergement des joueurs, la nourriture, le kiné, le staff qu'il faut acheter, la boîte médicale et tout, vous êtes au moins à 1 million. Au moins. Et si vous en jouez 4 par mois, ça vous fait combien?
À domicile, vous êtes au moins à 600 000 parce que les joueurs arrivent la veille à l'hôtel, il faut dormir, il faut manger, il faut. Tout cet argent-là vient d'où? Mais les gens, quand ils se mettent... Vous savez, quand il faut dépenser de l'argent, il n'y a pas grand monde. Mais dès qu'il y a un centime qui rentre, ça part commence. Dans tous les sens. Après, vous avez pris des engagements, des avances sur fonds propres et tout de certaines personnes. Même dans les entreprises, on parle d'apport sur compte courant. Bien sûr. Quand il faut financer certaines activités. Les actionnaires peuvent de temps en temps mettre un peu de l'argent de dépôt. Mais c'est un prêt qu'ils font, ils accordent dans l'entreprise. Le moment venu, on leur rembourse leur argent. Oui. Au début, il fallait donc rembourser cet argent-là à certaines personnes. Le reste, éponger des arriérés de salaire que nous avions, ce que nous avons fait. Et le reste, commencer à démarrer la saison d'après. Où est-ce qu'on a pris l'argent pour commencer à préparer la saison d'après? Bon, je pense que s'il me restait de l'argent à voler, quand je vous fais ce compte-là, il ne reste pas grand-chose. Et il faut aussi souligner que la Dynamo de Douala est un club structuré. Ce n'est pas un club où le président se lève à 11h et va retirer de l'argent dans les comptes du club. Je n'ai pas la signature tout seul. Il faut quand même que j'implique... Qui est l'aval de certaines personnes. Ma trésorière et le secrétaire général dans cette opération-là pour aller organiser ce braquage. Donc vous me voyez quand même occupé à d'autres choses. Mais bon, ce n'est pas que des choses... sur lesquels il faut s'attarder parce que la Dynamo de Douala n'a pas commencé avec le transfert d'Ateba. Il y a eu des transferts avant, il y a des transferts après. Je peux comprendre que ça puisse faire autant de bruit parce que les gens ont... Vous savez, nous sommes dans un contexte où on voit le mal partout. Moi, je suis arrivé à un point où même quand j'emmenais mes enfants manger, prendre une glace à la maison, je ne sais pas où, eux-mêmes rigolaient. Oui. Mes enfants rigolaient à la maison, ils disaient... Papa, c'est l'argent d'Ateba qu'on a pris. À ce point? À ce point, vous voyez ce que je veux dire. Parce que quand les gens écrivent les choses dans les réseaux sociaux, ils parlent. Oui. Ils ne se rendent pas compte que ils blessent les parents. Exactement. Mais ils blessent la famille. Ils blessent la famille. Mais derrière M. Béa, il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes. Ils blessent les enfants derrière. Voilà, je vous ai présenté ma fille. Si vous m'insultez demain, ça la blesse. Oui, bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça blesse beaucoup de gens qui ne sont pas préparés à ça, qui n'ont rien fait pour mériter ça. Ils vont à l'école et tous les camarades les interpellent. Ah, tiens, il paraît que ton père, c'est un voleur. Il faudrait que nous fassions attention à ça. Vous savez, il y a un proverbe chez nous qui dit que quand vous mangez la paume de main du chimpanzé, regardez votre propre paume de main. C'est ça. Mais monsieur Béa, vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens, à part cet épisode de Ateba, disent que vous ne vous entendiez pas avec le comité des sages. Que monsieur Béa, sa démission aussi, c'est parce que le comité des sages... il ne s'entendait pas avec le comité des sages. Pourtant, vous venez de nous dire ça, mais est-ce pour éclairer la lanterne des gens? Parce que vous savez, moi, je préfère dire ce qu'ils disent. Non, bien sûr. Pour que aujourd'hui, que vous soyez plus clair. Oui, est-ce que, M. Béa, vous avez rencontré des problèmes avec le comité des sages? Non, aucun. Et je pense même que si je peux dire réussi ma mission à la tête de la Dynamo, c'était avec le support du Conseil des sages. Je me rappelle quand je suis allé prendre fonction à l'Africa Foot, quand j'ai été nommé à la tête du comité provisoire de gestion, je suis allé déjeuner avec le secrétaire général adjoint, Maître Ngo, que je salue, que je ne connaissais pas. Et le premier conseil qu'il m'a donné, il me dit, bon, il y a quelqu'un chez nous qui est très écouté, le président Baongé, qui est le président du conseil des sages, il faut l'appeler. Je l'ai appelé. Et après, on s'est vu à Douala, on a mangé ensemble et on a parlé. Et je peux vous dire que c'est ce monsieur, par son discours, je ne vais pas vous dire tout ce dont on a parlé, qui m'a convaincu de rester à la présidence de la Dynamo. Parce que moi, je venais donner un coup de main et partir. Et je n'ai jamais eu de moindre problème avec lui ou avec les autres. Parce que dès que j'avais quelque chose qui me trottait dans la tête, j'allais vers lui. La culture et l'éducation que nous avons reçues ne nous permet pas de nous comporter d'une certaine façon. À partir du moment où vous êtes mon aîné, même de 6 mois, je vous accorde un respect que vous ne pouvez même pas imaginer. Et je n'ai pas osé même aller le voir. Parce que je lui ai dit plusieurs fois que je voulais partir. Mais pour lui, c'était même pas un discours à tenir. Parce que et je sais qu'il n'a pas très bien pris le fait que je sois parti. Je le salue ici au passage. Je demande de m'excuser, de me comprendre. On en a parlé plusieurs fois, mais bon, je sais que ça passait pas. Parce que pour lui, c'était inenvisageable.
Mais pour vous dire, si j'avais des problèmes avec eux, il aurait applaudi que je sois parti. Que ce soit lui ou il n'est pas seul. Dans le conseil des sages, il y a la présidente Dinali, il y a le vieux Omok, il y a le professeur, le monsieur Balok John, il y a Sinkot. Tous ces gens-là, c'était des gens, Majesté Malep et autres, Hervé Nkom, le grand frère que je salue. C'est des gens avec qui j'ai toujours eu de très bons rapports, même au-delà du football. Hervé Nkom, c'est comme un grand frère pour moi qui m'a toujours donné des conseils. Avant même, il me connaît avant la Dynamo, 10-15 ans avant. Oui. Vu que vous étiez footballeur. Donc. Oui, donc il me connaît avant. Sinkot, pour moi, c'est... Premier jour, je l'ai vu, j'en avais la chair de poule. J'étais à Liberman, élève. On dormait, on allait passer midi sur le stade d'Aqua pour les voir s'entraîner. Oui. Mais justement, M. Béa, quelles sont véritablement les difficultés que vous avez rencontrées avec cette équipe? Au-delà de toutes les difficultés que vous avez rencontrées. Oui, les difficultés, elles sont fonctionnelles beaucoup plus. Vous savez aussi, bon, elles peuvent être aussi relationnelles à certains moments avec certaines personnes. Nous ne sommes pas ici pour faire la langue de bois. Oui. Il n'est pas évident, même dans une famille, d'être en bon terme avec tout le monde tous les jours. Parce qu'il peut y avoir divergence de vues, il peut y avoir divergence d'opinion, il peut y avoir... des approches différentes. Parce que moi, je viens avec une approche qui peut être différente de celle qui est habituelle ou usuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, les difficultés au quotidien, comme tous les présidents de club, il faut trouver de l'argent pour que le club aille jouer. Il faut essayer. En même temps, il faut gérer le day-to-day. En même temps, il faut penser à l'avenir. En même temps, il faut résoudre des problèmes. Des projections. Il faut faire des projections. Vous savez, gérer un club de foot au Cameroun, c'est compliqué. Les footballeurs aussi, tous les jours, j'ai tel problème, machin, tout ça revient vers vous. Il m'est arrivé des fois, et je parle devant des gens qui savent, qui ont été proches, de me retrouver. Je pense que si Orange Money avait des limites, on aurait bloqué mon compte depuis longtemps. Ah oui. L'argent sort tous les jours. Tous les jours. Il y a des jours où vous dépensez 2 millions. C'est vrai? Vous envoyez 50 000 à tel, 100 000 à tel. Oui, mais vous ne pouvez pas vous rendre compte. Parce qu'à la fin, vous êtes comme un parent. Quand un joueur vous appelle, il vous dit, mon gamin est malade et tout, la fille ne peut pas aller à l'école. Vous faites quoi? Vous n'allez pas passer par les procédures du club, attendre que machin. Vous lui envoyez de l'argent qu'on ne comptabilise même pas. Parce que c'est d'abord un humain qui réagit face à un autre humain qui a un problème. Vous avez donc des difficultés, oui. On peut avoir eu des malentendus. Le transfert d'Ateba a causé beaucoup d'incompréhension, beaucoup de bavardage. Je me suis retrouvé blessé et meurtri dans ma chair, mais bon. Mais M. Béa, vous savez, pendant que vous gérez Dynamo, moi, je vous suivais, mais de très loin. Parce que quand moi je vois, j'ai vu une bonne gestion depuis que vous êtes arrivé. Mais je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que vous vous êtes séparé de M. Aroga qui vous a fait monter en Élite One? Oui, ça c'est une bonne question. M. Aroga, c'est un très, très bon entraîneur. On ne va pas revenir sur ses compétences qui a été choisi pour nous accompagner sur ce projet-là. Nous nous sommes séparés de lui. Je ne dirais pas ça comme ça. Oui. Puisque lui, il a démissionné. Notre intention n'était pas de nous séparer de lui. Et nous n'avons pas de problème particulier. Il y a eu des moments où l'émotionnel a pris le pas sur le rationnel. Donc, mais aujourd'hui, il m'arrive de passer un coup de fil à M. Aroga pour l'apprécier par rapport au boulot qu'il fait. Il y a eu des retards de paiement de certaines sommes. Il y a eu des divergences sur le côté financier, des choses que le club réclamait, des choses que lui réclamait. Sur lesquels je ne vais pas revenir ici. Mais je veux dire, bon, à un moment, peut-être qu'il y a eu un environnement qui était devenu un peu compliqué. Pour lui. Il a préféré, mais bon, ce qu'on aurait apprécié, parce que j'avais des bons rapports avec lui, et j'ai toujours de bons rapports avec lui, ce que j'aurais apprécié, c'est qu'il vienne me voir pour me remettre sa démission. Exactement. Bon, peut-être qu'il a été un peu sur le coup de la colère. On a découvert ça dans les réseaux sociaux. Mais bon, ça passe. Et puis moi, je lui souhaite bon vent. Et puis j'apprécie beaucoup le bon travail qu'il fait avec la Panthère de Banganté. Et je pense que c'est un monsieur qui a un bel avenir. C'est un bon entraîneur et quelqu'un de très discret, professionnel dans ce qu'il fait. Et je pense qu'il a tout pour réussir. Pour réussir et apporter sa pierre dans la construction du football camerounais. Justement, en dépit des difficultés que vous avez élaboré tout à l'heure, mais est-ce que, quand même, il y a des satisfactions, quand même? Bien sûr, il y a des satisfactions. Vous imaginez, quand je vous dis un club est resté 23 ans dans les bas-fonds du bas-fonds oui.
Nous sommes montés en Elite One. Nous avons maintenu le club la première année en sortant premier de notre poule. De votre poule. Voilà. C'était extraordinaire. Extraordinaire. Et Ouais. la deuxième année, on a connu des difficultés. Mais pour ceux qui connaissent le football, la deuxième année en Elite One, c'est souvent très compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être réajustées. Parce que quand on fait un recrutement pour se maintenir la première année, c'est un recrutement sur des profils particuliers. Exactement. Des joueurs qui ont de la bouteille, qui ont vécu en Elite One, voilà. Et après la deuxième année, on repart un peu sur la construction du projet sportif de départ, en prenant des joueurs un peu plus jeunes, qui peuvent avoir du mal à certains moments. Parce que le football, ce n'est pas que le talent sur le terrain, il y a le côté émotionnel. C'est un club mythique, il faut être capable de gérer la pression. Et que ce soit pour les entraîneurs, les joueurs, il y a une mayonnaise qui n'a pas pris à certains niveaux. On a eu du mal à ce niveau-là, mais on peut être fier du fait que 2 saisons de suite, on s'est maintenu en Elite One. Le club aujourd'hui a une organisation qui est pérenne. Je peux dire ici devant tout le monde, on a un bureau exécutif qui fonctionne très bien, où il y a de très grandes compétences, des experts comptables, des experts fiscalistes, des juristes, des experts comptables. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir construire un projet pérenne. Mais maintenant, à côté de ça, on a Lionel Ateba qui fait une belle carrière, on a Batum qui a été appelé en équipe nationale, on a des jeunes qui ont été appelés en sélection A', d'autres ont été appelés en sélection U20. Qu'est-ce que vous voulez, en très peu de temps, c'est quand même un club qui peut être fier des choses que nous avons accomplies. Ça veut donc dire que pour votre mandature, justement, on a vu de bonnes choses. Et je voulais vous poser la question. Derrière votre démission, quel est le message? Parce que vous savez, notre pays, ce n'est pas un pays où les gens démissionnent. Non, mais c'est la vérité. Je sais. C'est pas un pays où les gens démissionnent. Derrière votre démission, est-ce que vous avez un message? Parce que, franchement, ce poste de président de la Dynamo ouvre des portes à beaucoup de choses. Bien sûr. Et comment vous êtes départi de ce principe-là pour démissionner? Est-ce qu'il n'y a pas un message derrière? Bon, le message derrière, déjà, je vous ai dit pour les raisons, c'est totalement professionnel. Maintenant, le message que je peux, quand vous dites ça comme ça, c'est vrai qu'on est dans un environnement où quand on démissionne, on a toujours l'impression qu'il y a un problème. Oui. Mais le message, c'est de dire, c'est un club qui est au-dessus des hommes. Exactement. La Dynamo de Douala est au-dessus des hommes. Et il faudrait que nous arrivions tous à intégrer ça. Ceux qui ont créé ce club en 1948, qui étaient les gens qui luttaient pour l'indépendance de notre pays, aujourd'hui, on ne s'en souvient même plus, à tort. Mais la Dynamo de Douala est au-dessus des hommes. Ce qui doit primer, c'est la Dynamo de Douala. C'est le principal message que je veux faire passer et faire comprendre que nous venons, nous servons, nous partons. Il ne faut pas venir pour se servir et pour rester éternellement. Nous venons, nous servons et nous partons. Moi, je suis venu, j'ai apporté le peu que j'ai apporté. Si j'arrive à un moment où je me dis, bon, là où je prends même ma force pour servir la Dynamo, qui est mon boulot, si ça commence à être un peu en péril, je préfère me concentrer sur mon boulot pour avoir la possibilité de continuer à soutenir la Dynamo de Douala de loin. Parce que si on me sollicite, on me dit, il y a besoin de 2-3 millions. D'ailleurs, nous avons commencé un projet de restructuration de la société Dynamo pour recapitaliser et tout. Et l'équipe qui est là aujourd'hui va continuer sur ce projet. Et bientôt, il y aura une communication qui sera faite pour dire, voilà, ceux qui veulent prendre des actions dans Dynamo, pourquoi pas, monsieur Nahapa. Moi, je suis un fils de la Dynamo. Oui, moi, je pourrais dire, voilà, j'ai 10 millions qui traînent, je peux mettre... Voilà, donc le message à passer, c'est tout simplement ça. La Dynamo est au-dessus des hommes. Venons, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et puis, il n'y a pas qu'au poste de président qu'on peut servir. Maintenant, je sais que ça peut ouvrir des portes, ça peut, mais je ne suis pas venu dans la Dynamo pour chercher à ouvrir des portes. Servir de ça comme trampolin pour... Et je veux attirer l'attention de ceux qui nous écoutent en vous disant que M. Beya a un polo de la Dynamo. Il est en polo de la Dynamo, c'est écrit Bonne Badjop et Peuple. Donc, c'est pour vous dire que, exactement, il est toujours lié à la Dynamo. Mais M. Beya, je voulais vous poser la question, parce que vous avez quand même sorti la Dynamo d'une vingtaine d'années de bas-fond dans le football camerounais. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'un projet inachevé? Non, pas du tout. Vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure,
La définition même d'un projet, c'est une succession de tâches qui visent à atteindre un résultat unique. Nous avons fixé un cap lors de la première réunion du bureau exécutif. On s'est dit sur les 4 années de notre mandature, première mandature, on aimerait relever la Dynamo et mettre ce club entre les 5 meilleurs clubs de notre football. C'est un projet. Oui. Vous voyez, moi je descends aujourd'hui de la barque en tant que président, mais le projet continue. Ce n'est pas un projet inachevé. Je vous ai dit, il y a la société qui est en train d'être restructurée. Il y a un siège qui va être acquis bientôt. Il y a beaucoup de choses qui sont dans le pipe qui vont être réalisées. Donc le cap a été fixé et maintenant, voilà, notre commandant peut continuer à diriger la barque. Mais j'ai toujours, moi, j'ai toujours le souvenir de... Quand je dis je suis un fils de Dynamo, moi, Dynamo est né à la Cité. Pas que est né, je connais Dynamo quand j'étais à la Cité SIC. Dynamo s'entraînait au stade de l'université de Douala. Et j'ai toujours eu le sentiment que comment un club qui a du vécu, qui a vendu des joueurs, n'a pas une installation. Et je me suis dit, peut-être avec M. Béa, ça va arriver, mais malheureusement, ce n'est pas arrivé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la Dynamo doit encore être un club qui s'entraîne dans des stades où les gens qui sont loués? Non, non, je pense que vous avez pleinement raison. La Dynamo ne devrait plus, que ce soit la Dynamo ou tous les autres clubs mythiques du Cameroun, ne devraient plus avoir à raser les murs pour trouver un stade d'entraînement. Exactement. Vous voyez, maintenant, je vous ai dit qu'il y a un projet. Et il y a quelque temps, nous avons commencé à explorer avec le premier vice-président et d'autres membres la possibilité d'acquérir un terrain en périphérie de la ville. Je crois que ce projet va continuer. Je ne vais pas donner plus de détails ici, mais c'est pour vous dire que ça fait partie du projet de reconstruction de la Dynamo. Et l'équipe qui est en place, à laquelle je fais confiance, même si demain ce n'est plus la même équipe. Mais quand vous arrivez à construire une maison et mettre les fondations solides, ça permet que ceux qui viennent après, pour le mur, pour les fenêtres et autres, on sait sur quoi ils peuvent construire. Mais aujourd'hui, le football camerounais vient de passer quand même 4 ans de la mandature de Samuel Eto'o en tant que président, M. Béa. Dynamo, quelles sont les relations que Dynamo a eues avec la fédération? Vous savez, vous faites bien de poser cette question et c'est l'occasion ici pour moi de clarifier un certain nombre de choses. D'accord. Monsieur Eto'o, je ne vais jamais m'en cacher. C'est plus qu'un ami. D'accord. C'est un frère. D'accord. Que je connais et que j'apprécie de longue date. Avant même que les gens ne savent que quelqu'un comme moi existe. Parce que lui, il est connu depuis sa naissance. C'est vrai. J'ai été ami, je suis ami avec la famille, la mère, les sœurs et tout, avant même de devenir ami avec lui. Donc, c'est pas le football Non, vous savez, quand je suis avec M. Eto'o, il aime la bonne nourriture comme moi. On ne parle pas que de football. Oui. On ne parle pas que de football. C'est quelqu'un que je peux appeler si j'ai un problème personnel, pas seulement d'argent. Oui. Problème, je peux avoir besoin d'un conseil. Lui, il m'appelle aussi quand il a besoin d'un conseil. Pas que de football. Exactement. Ça peut même être qu'il pleut beaucoup, comment on se comporte sous la pluie. Exactement. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement. Maintenant, pour revenir à la Dynamo de Douala, bon, je me suis fait parfois, les gens ont pris des réactions bizarres en pensant que Eto'o me donnait de l'argent et que je ne ramenais pas au club et tout. Et moi, je me disais, bon, vous savez même pas qui est Samuel Eto'o. Eto'o a des informations partout. Comme toute grande personne. Bien sûr. Quand un bon boca assis chez lui à la véranda, tous les gens du village viennent lui raconter des choses. Exact. Bon, vous pensez vraiment que si je mange 10 000 que Eto'o m'a donné de mettre dans la Dynamo, il ne va pas être au courant? Ça va quand même empiéter sur notre amitié. Exactement. Qui pour moi est plus importante que détourner 5 ou 10 millions. Exact. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, moi je suis venu dans la Dynamo aussi parce que je savais qu'avec Eto'o, il y a quelque chose qui se met en place. Je suis un peu peiné aujourd'hui d'être obligé de partir parce que j'aurais aimé soutenir un peu plus. Mais je peux continuer à soutenir, comme je l'ai dit, sans être président de la Dynamo. Nous avons vu beaucoup de choses changer. Vous savez, les gens, on mélange tout. Au Cameroun, dans le monde, parfois, on n'arrive pas à dissocier le fait qu'on aime une personne ou qu'on n'aime pas de son action.
On a vu le football camerounais à l'époque, on ne savait même pas quand on doit jouer, il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Aujourd'hui, on a quand même il y a un calendrier qui est prêt, les clubs savent où ils vont. Dans 3 semaines, on va aller à Bangante, on va aller à Bamenda, on va aller Exactement. à Ba. Il y a quand même une pression de la fédération qui impose, qui nous exige de tenir des comptes où on sait qu'on paye des joueurs, on peut être appelé à justifier à tout moment. Exactement. Cela nous a amené à avoir des comptes d'exploitation. Exact. Et la Dynamo de Douala ici se félicite de dire que nous avons des finances. Je salue au passage la trésorière, Madame Hegaïbom Jean d'Arc, que j'aurais même pu ramener dans mon entreprise. Tellement j'ai été émerveillé par sa compétence. Mais bon, je n'avais peut-être pas les moyens de la payer parce qu'elle est expert fiscaliste. C'est moi qu'elle a son cabinet qui marche très bien et qu'elle soutient de grosses structures de la place. Mais vous la réveillez à tout moment. Moi, je pars là, je n'ai pas de truc. Si on m'appelle, oh non, je dis allez voir la trésorerie, elle va vous dire rubis sur ongle. Qu'est-ce qui a été dépensé, quels sont les états financiers de la Dynamo. Et ça aussi, ça vient de la pression de la FECAFOOT qui veut avoir une gestion saine. Maintenant, quand vous dites ça, on va dire ah non, parce qu'ils sont de l'église et tout. Non, mais justement, c'est la question, parce que justement, beaucoup de gens, la question, je vous ai posé la question de savoir quelles sont vos relations entre la Dynamo et la FECAFOOT, parce que beaucoup de gens ont dit que la fédération privilégiait Dynamo et que, voilà, on leur donnait des subventions, même sans regarder si ils payent effectivement les joueurs. Est-ce que c'est le cas? Non. Vous savez, monsieur Na, c'est facile. La seule chose qui reste à dire de la Dynamo ou de son président, c'est la seule chose qu'on n'a pas dite, c'est que je suis enceinte. Mais c'est ça, parce que vous n'avez pas l'occasion de l'être. Voilà, on a gagné des matchs. Oui. Chaque fois, on a perdu, je vous ai dit la saison dernière, on a perdu 8 matchs d'affilée. D'affilée, exactement. On a été parfois victime de certaines erreurs d'arbitrage. On n'est jamais monté au créneau. Exactement. Je ne vais pas revenir dessus ici, sur ce plateau. On n'est jamais monté. Mais dès que Dynamo gagne un match, ça devient le problème. Ça devient que c'est Ito qui a fait même la passe décisive, a dribblé les 2 derniers joueurs et a tiré. Est-ce qu'il en a l'occasion encore? Bon, je ne sais pas s'il peut encore le faire. Je crois que là où il est même, moi, je peux le barrer après. Donc, on a tout dit sur la Dynamo. On monte, non, c'est Ito qui a fait monter. Je vais vous faire une confidence. Monsieur Ito même m'a appelé lui-même quand nous sommes montés pour me dire, frère, vraiment, je ne sais pas comment tu t'es débrouillé, mais félicitations. Wow. Parce que j'y croyais pas. C'est lui-même me l'a dit, il peut vous le confirmer. Wow. Bon, imaginez donc que si c'est lui qui était derrière en train de traficoter, est-ce qu'il allait être agréablement surpris par le résultat? Et en Elite One, on n'a jamais appelé Ito pour lui dire, fais-nous gagner un match. Comment il va nous faire gagner un match? Ce n'est pas lui qui gère les matchs, c'est pas lui qui vient sur le terrain. Mais bon. Non, mais justement, monsieur Biya, vous savez, vous vous souvenez qu'il y a un jeune président de club qui avait tempêté en disant, à l'époque où Dynamo était sorti premier en élite, tout, que c'était organisé pour faire monter Dynamo. Comment avez-vous apprécié ces déclarations? Bon, vous savez, il y a des gens dans la vie, la grandeur aussi d'un homme, c'est de savoir perdre. Le blâme ne revient pas souvent à ceux qui tombent. Exactement. Mais le blâme revient à ceux qui restent couchés. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Il ne faut pas prêter beaucoup d'attention à ce genre de choses. Parce que quand on dit tout était organisé, je vais profiter ici pour vous expliquer la stratégie qu'on avait mise en place pour faire monter la Dynamo. Exactement. Nous finissons la phase aller, nous sommes avant-dernier. Oui. Du championnat, ok. Mais qu'est-ce qui se passe quelques semaines avant? Il y a une sorte de rupture entre l'entraîneur qui était là et l'équipe. Et je fais une analyse. Je vais jouer au football. Je le répète toujours. Je fais une analyse, je regarde mon équipe et je me dis, ok, l'équipe que je vois jouer à maximum 45 minutes dans les jambes. Et on prenait beaucoup de buts en fin de match, dans les deuxièmes parties de match. Et je me rends donc compte que physiologiquement, physiquement, notre équipe ne tient pas. C'est-à-dire, on a beau mener 2-0, on va perdre à la fin. Parce que quand l'équipe adverse commence à mettre de l'intensité, on ne tient pas. Qu'est-ce que je fais? Avec le bureau exécutif, j'analyse, je leur dis, ok, je pense qu'on a un problème. Et je demande au coach comment la préparation a été faite. Parce que vous savez, une saison dépend à plus de 60% sur la préparation d'avant-saison. Le travail foncier qui est fait à l'avant-saison, c'est ça qui te détermine la saison.
la capacité de mettre le rythme et tout. Et au côté médical aussi. Oui. Ça veut dire qu'on doit associer les deux pour s'assurer que les joueurs, après un niveau d'intensité, ne vont pas tomber dans les blessures. Et quand on m'explique, je me rends compte que l'avant-saison a été complètement. Vous vous souvenez à l'époque, il y avait deux Dynamo, un groupe qui s'entraînait à la Secna, un autre à C'était compliqué d'avoir une préparation Exactement. saine. Maintenant, on est en pleine saison. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'on arrête tout? Non, il y a des matchs à jouer. J'appelle, je ne vais pas cacher son nom, parce que quand les gens font bien les choses, il faut le dire. J'appelle l'entraîneur Bissek. Oui. Le coach Bissek des Lions aujourd'hui. Je lui demande que, bon, frère, qu'est-ce qu'on fait? Et je vous dis, M. Bissek m'a été d'un grand apport. Mais lui et moi, on ne s'est jamais vu. Oui. Ça, je pense que lui-même, quand je vais dire ça, là, il va sursauter. On ne s'est jamais vu. Oui. Mais on s'est toujours parlé comme si on avait grandi ensemble. Exactement. Quand je l'appelle, je lui dis, écoute, dans ces cas-ci, moi, peut-être jouer au football, mais je ne suis pas un coach. Qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, il te faut un entraîneur qui a le profil de préparateur physique. Ouais. C'est comme ça qu'il me conseille Jean-Pierre Mout, qui était à Stade de Berthois. Exact. Et nous faisons venir Jean-Pierre Mout de concert avec le bureau, le CPG, parce qu'en ce moment-là, c'était le CPG, oui. On n'était pas nombreux. Donc, on s'assoit, je regarde Mout dans les yeux, je lui dis, voici la situation, qu'est-ce qu'on fait? Le peuple a besoin de toi. Tu es un fils du peuple. Stade de Berthois marchait bien. Hein? Oui, à l'époque. Mais Monsieur Mout, que je salue ici, que je remercie au passage, me dit, voilà ce qu'on va faire. Laisse-moi évaluer le niveau de l'équipe et demain on se reparle. Il repart à l'entraînement le lendemain matin, il regarde, il revient, il me dit, président, on est vraiment dans le bordel là, parce que là, il y a personne, il n'y a même pas 3 qui ont le niveau physique pour tenir. Wow. Il me dit 2 choses. Soit on sacrifie le reste des matchs de la phase aller. Quand je dis sacrifier, c'est qu'on va les remettre dans une préparation foncière, mais le temps que le corps digère, je ne peux pas te garantir qu'ils pourront gagner les matchs. Je lui dis, on y va, on n'a pas le choix parce que je veux qu'on monte. On est à la fin de la phase. Il nous reste 2 ou 3 matchs. Exact. Il engage le travail. Résultat des courses, le week-end qui suit, on se ramasse 4-0 à Limbé. Les gens montent au chrono, mais il me dit du calme. Ça va venir. On perd tous les matchs qui nous restaient de la phase aller. Le dernier match qu'on perd, c'est contre Racine de Bafoussam, 3-2. Où il m'appelle et me dit, on a perdu, mais je commence à voir ce que l'on recherche. Et ce même jour-là, on réunit les joueurs, on leur dit, OK, on vous paye les arriérés de salaire. Exactement. Mais on les regarde dans les yeux, certains peuvent le témoigner, et on leur dit, si vous voulez garder vos noms dans l'histoire comme étant ceux qui ont fait descendre la Dynamo de Douala en Ligue régionale, libre à vous. Maintenant, vous savez ce que vous avez à faire. Wow. Le capitaine Eyok à l'époque, que je salue, il me dit, après qu'il réunit ces gars, il leur dit, les gars, on ne peut pas se permettre. Nous avons vu le président parler avec les larmes aux yeux. On ne peut pas. Tout ce qu'il a fait pour nous, on ne peut pas le faire. Et nous faisons 14 matchs, 14 victoires. Waouh! 14 matchs. Et comment est-ce qu'on gagne nos matchs, monsieur Nahar? Les 10-15 dernières minutes, Dynamo marquait un but. Parce qu'au moment où les autres baissaient en intensité, nous on accédait. Il ne faut pas oublier que les autres avaient commencé tambour battant. Vers la fin, ils étaient fatigués. Nous, on venait de commencer. Parce qu'on venait de faire une vraie préparation physique. Dans les dernières 10 minutes, il y avait une intensité que Dynamo mettait. Tu ne pouvais pas t'en sortir. Après, on te dit non, vraiment, c'est Eto qui a fait monter. Il n'est même pas au courant de ce que je te raconte là. Waouh! Donc voilà comment la Dynamo marche sur tous ses adversaires, tous les matchs. Imaginez une équipe qui gagne 14 matchs. À quel niveau il va se retrouver? Ben oui, il se retrouve en première ligne. Parce que justement, je me souviens très bien, quand je vous accordais l'interview la dernière fois, on était à 4 ou 7 journées, mais Dynamo devait être 4e, un truc comme ça. Oui, et il y avait des matchs contre Unisport de Bafan. Exactement. Donc je me souviens très bien de cette époque. Mais justement, après cette déclaration de ce président-là, il y a une grogne il y a la grogne. Il y a eu la grogne de certains présidents, il y a eu des problèmes avec certains présidents. Et cette année, par exemple, on a eu des clubs qui ont fait la grogne. Comment vous, en tant que président, à ce moment-là, vous avez perçu ça? Parce que quand on voyait un peu les problèmes Bamboutos, après d'autres disaient qu'ils avaient des problèmes de paiement, la FECAFO ne payait pas. Comment vous aviez perçu ça? Bon, vous savez, je suis allé une fois à l'association, à la réunion des présidents de club. D'accord. Et j'ai tenu des propos qui auraient pu paraître prétentieux.
mais j'essayais de dire ce que je vois ailleurs, que je sais faire, et j'ai vu faire même dans mon académie. Je répète encore que ma compréhension, je m'excuse si certains vont prendre ça mal, mais c'est que la subvention de la FIFA vient en appui. Mais ce n'est pas par rapport à ça que vous allez... Quand vous faites un budget, vous avez des prévisions de dépenses, des prévisions de recettes. Dans ces prévisions de recettes-là, la subvention de la FIFA... La FECAFOOT, pardon, n'est pas la principale ligne. Vous devez aller à la recherche de sponsors. Vous allez chercher la vente de produits dérivés. Vous avez d'autres produits subsidiaires que vous pouvez vendre, transfert éventuellement de joueurs. Et dans autres, vous pouvez avoir les subventions. Il n'y a pas que la FECAFOOT qui donne des subventions. La communauté urbaine de Douala nous a donné un peu d'argent. Je tiens à remercier ici la communauté. Vous voyez ce que je veux dire? Comme les gens ont coutume de penser que... Beaucoup de gens le savent pas. Prennent l'argent, ils mangent. Donc, ils nous ont donné de l'argent. Depuis que moi, je suis là chaque saison, là, je ne sais pas s'ils le faisaient avant, la communauté donne de l'argent. Maintenant, quand vous faites tout ça, ça peut quand même vous permettre de tenir en attendant que la fédération... Bon, vous savez pourquoi les gens pensent que la FECAFOOT donne de l'argent dynamement en cachette? Parce qu'on ne se plaint pas. Mais oui, exactement. Nous, on est concentrés à essayer d'engranger un peu d'argent de notre sponsor Canal+, d'aller à la communauté. Jeanne d'Arc se bat pour avoir les comptes d'exploitation à jour, pour aller faire les comptes d'emploi. Essayer de voir avec des amis. Et je tiens ici à saluer certaines élites. Des mécènes. Des mécènes. Il y a des gens que je ne vais pas nommer ici qui se reconnaîtront. Comité de soutien de Yaoundé, on a des valeureux membres là-bas qui donnaient des millions sans compter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y avait des gens que vous appeliez comme ça. Je pense qu'ils n'aimeraient pas que je prononce leur nom. Mais la veille du match, ils t'envoient 1 million. Ils disent que j'ai envoyé 1 million à la trésorière. Et c'est des choses qui sont dans nos livres, on ne cache pas. Jeanne d'Arc tient ses livres même en dormant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous comprenez donc que c'est de la tromperie. C'est de la tromperie. Et les gens s'acharnent sur nous. Il y a même quelqu'un qui m'a appelé avant que je ne pas de démission la dernière fois. Non, juste après même ma démission. Il me dit, mais président, c'est même un membre du bureau qui était inquiet. Il me dit, mais président, il y a quelqu'un qui vient de m'appeler là, que le président a dit qu'il a donné 71 millions à des clubs. L'argent est parti où? Je dis non. C'est justement après l'AG. Oui, je dis non. Il y a peut-être une périodicité qu'il faut établir. Depuis telle période. Mais cette saison, je lui dis vraiment, quand ça commence comme ça, c'est que ça cherche la tête de quelqu'un. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai appelé le banquier. Nous avons un compte à Freeland. J'ai appelé notre gestionnaire de compte. Je lui ai dit, tire-moi le relevé de compte sur les 6 derniers mois. Pour que ce dernier point, je le clarifie, peut-être avant de partir. Il m'a envoyé ça et j'ai envoyé à ce membre du bureau exécutif là. Et il me dit, président, merci, là on a de quoi se défendre bec et oncle. Je dis, tu vas passer ta vie à te défendre parce qu'il y a des gens qui vont toujours chercher à gauche, à droite. Exactement. Voilà, donc c'est ça. Mais nous n'avons pas à faire tanguer l'avenir d'un club parce qu'on n'a pas reçu, non. Donc, je pense que depuis votre démission, quand même, quelles sont vos relations quand même avec les membres du directoire? Non, très bonnes. Moi, le premier vice-président m'a appelé, on s'est parlé dès le lendemain pour s'accorder sur la continuité. Là, c'est la trésorière m'a appelé, elle m'appelle régulièrement. Le deuxième vice-président, Majesté Sola, m'a appelé. Le docteur Koufen, on se parle même sur d'autres sujets. Donc voilà, j'ai... Très bonne relation. Oui, de bonnes relations. Parce que, comme j'ai posé cette question parce que certains veulent peut-être faire croire que M. Béa a démissionné et que c'est parce qu'il n'était pas en accord avec tous ces gens. C'est pour ça que... Non, je n'ai aucun problème avec personne. Et voilà. Voilà, mais justement, bientôt on va arriver au terme et j'ai encore d'autres questions à vous poser parce que aujourd'hui, on constate quand même que le football camerounais avec la mandature de Eto'o a quand même changé. Et pour vous, quels sont les points, selon vous, de cette mandature de Eto'o qui vous ont quand même paru être bien bonnes quels sont les bons points que vous pouvez donner à cette mandature? Il y a beaucoup de bons points. Et vous savez, les gens sont parfois très durs. Pour une première mandature,
tout ne peut pas être parfait. Oui, oui. Le temps que lui-même s'accommode de certains usages, le temps qu'il comprenne l'existant et puis mettre réellement son programme en place, ça prend du temps. Et il y a eu de bonnes choses. Je vous ai parlé tout à l'heure des calendriers qui sont établis. Je vous parlerai aussi des relations avec le comité transitoire du football professionnel. Je salue M. Mbida au passage, qui est un excellent SG. Et des communications, la communication. Vous voyez, avant chaque match, il y a un côté marketing qui ressort. Je vous ai parlé de l'exigence dans la transparence, dans la gestion des fonds. Et on voit comment est-ce que le fait déjà de s'attendre à ce qu'à tout moment on nous demande de justifier l'argent qui est donné, ça oblige les clubs à tenir une certaine comptabilité. On joue quand même sur des terrains gazonnés tous les week-ends, ce qui n'était pas le cas. Nous, on voyait des matchs à l'époque sur des terrains improbables. Sablonneux. Je vous ai parlé même aujourd'hui. Avant, on tenait une AG de la FECAFOOT, on ne savait pas trop ce qui se passait là-bas. La FECAFOOT était un peu comme une boîte noire. Je ne juge pas les anciens qui étaient là avant. Mais je veux dire, aujourd'hui, quand même, le fait qu'on communique. Bon, après, les gens peuvent taper dessus ou revenir. Mais avant, on ne communiquait pas. Il y a cette communication-là, il y a le football Elite One, Elite Two, qui a retrouvé quand même, voilà, on voit les championnats Interpol, où il y a beaucoup, les gens s'intéressent aujourd'hui au championnat Interpol, aux divisions régionales, où beaucoup de jeux de clubs d'Elite One vont puiser. Il y a beaucoup plus de transferts de joueurs. On en parle un peu plus. Exactement. Si on dit que le championnat ne vaut rien, comment ça se fait que les Ateba, les autres, chaque saison, il y a des joueurs qui partent. On n'avait plus vu depuis longtemps des joueurs qui partaient de l'Elite One, comme les Avom, qui se retrouvent en jeu directement en pro. En pro, oui. Exactement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je peux citer beaucoup comme ça. Le fait même que le président lui-même, il communique beaucoup. Lui et son équipe communiquent. Ça prouve quand même qu'il y a une volonté de mettre une certaine transparence dans ce qu'on fait. Mais monsieur Béa, il y a un petit phénomène qui est en train de qui est en cours là. On constate qu'il y a des joueurs qui partent directement des académies pour être transférés dans des clubs professionnels. Et on constate aussi que les clubs ont de la peine à effectuer des transferts des joueurs qui quittent directement de leur club pour aller dans des équipes. À quoi est dû ce phénomène? Ce phénomène est dû à deux choses. J'ai une académie de football au Cameroun, à Douala, qui d'ailleurs est presque morte parce qu'il fallait se concentrer sur Dynamo, mais qu'on va réveiller d'une certaine façon. Exactement. Quand vous connaissez un peu les mécanismes du football, vous savez qu'un joueur, aujourd'hui, pour qu'il puisse aller en Europe, pour signer un contrat, il faut qu'il ait 18 ans au moins. Exact. OK, selon les règles de la FIFA. Soit il faut beaucoup de dérogations. Exactement. Les parents doivent vivre dans la ville pour des raisons autres que le football et autres. Oui. Maintenant, quand vous avez cette exigence-là, et en même temps vous avez l'exigence des résultats, c'est difficile de trouver dans un club de football de première division, quel que soit le pays, des enfants de 16-17 ans. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement. Maintenant, ce qu'on appelle dans le football la marge de progression. À partir de 18 ans, 19 ans en montant, la marge de progression d'un joueur n'est plus grande. Exact. OK. Maintenant, si le joueur, l'équipe professionnelle en France, en Europe ou n'importe où, vient au Cameroun, si vous êtes cette équipe, quelle est la tranche d'âge de joueur qui va vous intéresser? C'est les 18 ans descendants. Exactement. Parce que vous dites, je le prends quand même le temps qu'il s'adapte aux exigences tactiques, techniques et tout, à la physiologie, à l'alimentation, à la diététique. Ça va lui prendre 1-2 ans, voire plus. Il sera dans les 20 ans, 21 ans. Je peux encore en tirer quelque chose. Mais si vous venez chercher un type qui a déjà 23 ans ou 25 ans, ce qui est parce que la moyenne d'âge en élite, c'est quand même compliqué. C'est pour ça que vous verrez que même le CHAN, ça n'attire pas beaucoup de recruteurs. Oui. Donc, il y a ce problème-là. Maintenant, il y a aussi un autre phénomène. C'est que je pense qu'il faut qu'on essaye de refondre un peu nos exigences en termes de technique, direction technique nationale et tout, pour voir un peu le profil de joueurs que nous formons, qui sont en adéquation avec la demande. L'offre soit en adéquation avec la demande. Quel est le style de joueur que le football européen ou le football mondial recherche? Qu'est-ce qu'on met en place pour former ce style de joueur? Mais c'est difficile parfois pour les entraîneurs de mettre quelque chose sur pied. Parce qu'il y a la pression des résultats. Des résultats, exactement. Tu perds 2-3 matchs.
Le coach, le président ne va pas s'attendre, Non, ou le non. public même, le président aussi a la pression. On ne va pas dire que parce qu'il voulait développer tel ou tel joueur, le temps qu'il devienne si. Ah non, vous êtes parti. Le type veut gagner des matchs. Exactement. Parce qu'il y va de sa peau. Exactement. Vous voyez, s'il ne gagne pas les matchs, il est dehors. Il est dehors. À quel moment il a le temps de mettre sur pied un système qui va faire que les joueurs puissent jouer? Quand on dit on joue une défense à 3, quand on joue, on dit on joue en défense centrale alternée, quand on joue en défense en zone, quand on dit on fait évoluer comme ça dans les intervalles, on fait un système de jeu en losange. Le temps de mettre tout ça en place. Ouais. Il est parti. Un autre vient, il recommence, après il est parti. Ouais. Maintenant, quand les joueurs vont quitter d'ici, ils vont faire des essais en Europe. Ouais. Ils ne se retrouvent pas parce que c'est pas le même football. Ouais. Même dans les façons de courir, à quel moment on fait des courses fractionnées, à quel moment on fait des courses sur l'endurance ou sur le... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Il n'y a pas le temps de travailler tout ça parce que c'est comme le serpent qui cherche à se mordre la queue. En même temps, on veut transférer les joueurs. En même temps, on n'a pas le temps de former ou leur inculquer des bases. C'est pour ça que les clubs européens vont là où on a le temps parce que c'est l'ADN dans les académies. Pour aller prendre des joueurs qui sont très jeunes, qui ont déjà des bons fondamentaux et qu'on peut avoir le temps de bonifier pour pouvoir les revendre plus tard. Mais M. Béa, justement, quand vous étiez président de la Dynamo, pourquoi aujourd'hui des clubs d'élite n'ont pas d'équipe réserve, n'ont pas de centre de formation? Pourquoi qu'est-ce qui bloque? Bon, ça fait partie des projets de la nouvelle équipe de la FECAFOOT qui exige que les clubs de football aient des équipes jeunes jusqu'au futsal et tout. Maintenant, tout ça revient aussi à des exigences économiques, financières qui sont fortes. La Dynamo de Douala, au début, nous avons une équipe réserve, une académie. Mais parfois, à un moment, ça devient compliqué. Ça devient lourd. Oui, en une journée, il faut 80 000 de primes d'entraînement pour l'équipe première. Il faut 50 000 pour la réserve. Il faut pour les plus petits. Après, il y a des week-ends où les trois groupes doivent aller jouer. C'est compliqué. Après, on s'est dit, bon, peut-être qu'on laisse d'abord, on se concentre sur l'équipe première, ou peut-être qu'on signe un partenariat avec une académie locale. Mais cette année, je crois que dans la nouvelle vision, cette année, l'équipe dirigeante est en train de penser à remettre une équipe réserve et une académie sur pied. Mais, parce que on tirait, je voulais poser une question. Aujourd'hui, quand vous partez, quelles étaient les perspectives de Dynamo? Comment avez-vous laissé la Dynamo? J'ai laissé la Dynamo en bon état. Ok. La Dynamo, comme je vous ai dit, nous avons des comptes équilibrés qui sont très transparents et qui peuvent être disponibles à tout moment. Nous avons une Dynamo de Douala qui a un bureau exécutif qui est fait de gens extrêmement compétents de plusieurs secteurs d'activité et qui a l'habitude de travailler ensemble. J'ai laissé une Dynamo avec un conseil de sages qui joue réellement son rôle de gardien du temple et puis qui est capable à tout moment de réagir pour remettre les choses en place. Et il y a aussi un élément dont je voulais parler ici pour profiter pour saluer des gens qui se sont levés pour aider. Je vais parler de Mahol, ma Dynamo par exemple. C'est un groupe de gars qui salue Abdallah, je salue Arafat, qui ont pensé à créer ce groupe que j'ai trouvé, qui au début était Mabel, après c'est devenu Mahol. Il y a eux, il y a un groupe de professeurs qui s'est Arafat, c'est le président de l'AGC. Oui, le président de l'AGC. Bon, que je salue aussi. J'espère que je lui fais pas du tort en montrant qu'il a des intérêts dans Dynamo. Non. Donc, l'année dernière, quand on s'est retrouvé en grosse difficulté, on leur disait, mais on est à bout de souffle, il nous faut de l'argent. Et les gens se sont levés de la communauté Bassa. Le groupe Mahol, Madinamo, chaque match, je le dis ici devant témoins, pour prendre tout le monde à témoin, nous envoyaient de l'argent. Ils cotisaient 200, 300 000, ils envoyaient à chaque match. Ah ouais? Oui, il faut saluer ça. Il y en a là-bas que je n'ai même jamais vu. Mais ils ne le faisaient pas pour moi, ils le faisaient pour le club et pour le peuple. Il y a le professeur Tedga que je salue, il avait un groupe d'enseignants qui venaient chaque jour, chaque match, on avait des réunions tous les mercredis. Chacun donnait 70 000, 20 000 et tout, il réunissait une petite cagnotte qui donnait. Il y avait des gens qui venaient comme ça dont je ne me souviens même plus de nom, qui donnaient un peu d'argent. Et c'est comme ça que nous avons pu mettre en place le fait que chaque fois qu'on finissait un match, les primes étaient payées là sur place. Avec cet argent. Et parfois, ça aidait même à organiser les matchs. Ça nous a soulagés. Ça nous permettait de nous concentrer sur d'autres choses.
Vous voyez. Donc, il est important de dire merci à ces gens-là. Voilà une structure aujourd'hui qu'on laisse les comités de soutien. Le comité de soutien de Yaoundé, je ne saurais terminer ce propos sans leur dire merci. Dès le début, première saison, tous les matchs qu'on joue à Yaoundé, c'est eux qui prennent en charge. Je salue ici le Bibilong, Bingawe, M. Chombe et tout, qui était tout le temps au four au moulin. Et je ne vais pas vous citer tout le monde, je vais en oublier certains. Les gens ont été de tous bords. Le magistrat Émile Boumson, j'espère que ça ne va pas lui porter tort. Mais bon, il fallait que j'en parle. À Bafoussam, on n'a jamais dépensé grand-chose, parce qu'il prenait tout en charge. Des gens comme ça, le général Nouma qui, pendant notre montée, faisait des pieds et des mains à Berthois pour s'assurer que le club va bien. Donc, on a beaucoup de choses positives sur lesquelles on peut construire. Je ne vais pas citer les autres élites qui donnaient 300 000, 500 000. Le DG de Dangote, Bertrand Bouk, qui n'aime pas qu'on parle souvent de ça, mais je vais le dire pour lui dire merci, qui nous a donné 500 000 2 fois. mais monsieur Béa, je pense qu'on est là dans la période des remerciements. Depuis que vous êtes parti de Dynamo, vous n'avez jamais parlé à votre peuple. Parce que c'est le peuple Bassa Batipo, c'est ça. Est-ce que vous pouvez regarder la caméra et leur dire quelque chose? Parce que vous êtes un des leurs. Et vous devez quand même leur envoyer. Depuis que vous n'avez pas fait un message, on a annoncé votre démission. Vous n'avez jamais. Je remercie encore aujourd'hui M. Béa de m'avoir donné l'exclusivité de lui faire cette interview. Mais je ne pouvais pas gâcher cet entretien en lui demandant. Il faut qu'il donne un message en Bassa et en français s'il veut. Au peuple Bassa Batipo. Regardez la caméra et vous le dites. Je tenais déjà à dire merci. Merci à ce cher peuple Bassa Batipo qui m'a soutenu depuis le début. Nous avons donné de notre mieux. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour apporter notre pierre à l'édifice, pour redonner un peu de fierté, un peu de joie à notre peuple à travers notre club mythique, la Dynamo de Douala. Tout n'aura pas été parfait pendant ma mandature, mais nous avons fait toujours avec beaucoup de volonté et d'engagement afin que les choses aillent dans la bonne direction. Et je vous dis aujourd'hui que j'ai décidé de démissionner, pas parce que j'avais des problèmes avec quelqu'un ou avec le club, mais tout simplement parce que ça devenait un peu compliqué avec mon emploi. Et j'ai besoin de cet emploi-là pour nourrir vos enfants, pour me nourrir et pour continuer à soutenir la communauté. Et c'est pour ça qu'avec beaucoup de peine, j'ai dû prendre la décision de démissionner et laisser la place à quelqu'un d'autre. Parce que c'est un boulot, quand on a de l'amour pour notre peuple et pour notre club mythique, c'est un boulot qui demande qu'on y soit consacré à plein temps, ce que je n'étais plus capable de faire. Donc, si j'ai posé des actions qui n'ont pas été dans le sens que vous espériez, je vous demande sincèrement pardon. Mais cela n'aura été nullement fait de mauvaises intentions. Et je souhaite aujourd'hui que le projet que nous avons commencé à mettre sur pied continue d'avancer. Je ne vais pas terminer sans dire merci à Ndab Bikoko, cette illustre association dirigée par Étienne Gomme, qui a été là dès le début, qui parfois réagissait la veille d'un match pour nous envoyer de l'argent, pour nous soutenir. Ils sont d'ailleurs en train de s'organiser, je ne vais pas dévoiler le secret ici, pour apporter un gros soutien au club. C'est pour dire que la Dynamo ne s'arrête pas, la Dynamo ne s'arrêtera jamais, la Dynamo continue d'avancer. John Munkrone, Kalbe, Lenle, mais l'or ne be, mais tingem moso. Munkebe melen, you le bebe jamli hindamengem, digging you le come me yingil kalal a peboro tingandik, le bolo yem, beki le habe longen bolo ke Dynamo. John me tele balen songong bolo an puro we jam gele ba yongira mo jamli John balengi mambo bonga ekere ne liem isi ne liem le mable me bengi mbur mambar ngwehil ndi me blo be ni ma hongo le be wi bon man lo to le lo bong be ba to le tamba kip den hola bere ki be première division équipe yelen mo malam bor ban yegle mo le ban la kena kip long ye gwebor ngandak John Mnkone timaïra ni mahola ni bitime président ba bureau exécutif conseil des sages balok John comme Hervé ma santé me borwa sona ni time mahola ngandak ni time gweha John
mais Barba poste président de Mengi Nebe. John Mahabambor ne la Lameva la Mengi Nebe. Higingira, Baba civil me. Les jam lembira. Ne la continue yem. John. Bon ba job. Ntong nintong. Quel âme. Peuple. Vraiment, merci à monsieur Alphonse Béat pour cette interview. Je veux vous dire ici, monsieur Béat, c'est quelqu'un, vous savez, dans la vie, il y a des relations. Les relations, ce ne sont pas que de l'argent. Mais les relations, c'est aussi ça. Parce que monsieur Béat, c'est quelqu'un de discret. Il apporte son soutien aux jeunes. Le soutien que monsieur Béat m'a apporté, c'est de m'avoir donné cette interview en exclusivité. Parce qu'il n'est pas souvent dans les médias. Et je le remercie parce que il est un peu comme mon petit porte-bonheur chaque fois oui. Mais je pense que M. Béat, vu le travail qu'il a fait depuis 2023 ou avant, on voit aujourd'hui qu'il est parti en laissant une structure. Dynamo est devenu une entreprise. Et son nom restera toujours comme celui qui a fait monter la Dynamo. Aujourd'hui, je me départis de ma fonction de journaliste pour remercier M. Béat parce que les raisons pour lesquelles il part de la Dynamo, ce sont des raisons personnelles et il nous les a expliquées. Et je pense qu'il faudrait qu'aujourd'hui, la génération de M. Béat, c'est la nouvelle génération de présidents de clubs qui ont de la vision et qui, même quand ils sentent que c'est très compliqué, ils tiennent le cap, mais en faisant tout pour que les choses marchent correctement. Monsieur Béat, je vous dis merci pour le football. Merci de m'avoir accordé cette interview. Vraiment, vous êtes un grand frère. Et moi, je l'appelle grand frère. Même si on est des amis, je l'appelle toujours grand frère. Parce que il n'a pas besoin de trop parler, mais même avec des gestes, il me donne, même quand je le vois, j'ai une conduite. Et vraiment, je le dis ici, avec ce genre de personnes, on grandit mentalement. Et M. Béat, je vous remercie de m'avoir accordé cette interview. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'entretenir avec le mien. Merci. Merci. En tout cas, c'était le talk. Vous savez qu'on a reçu la dernière fois M. Foko Kamga, on a reçu M. Faustin Bida, on a reçu plein d'autres personnes et ça continue. De toutes les façons, on va se revoir pour d'autres prochains talks avec d'autres invités. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et on se dit à la prochaine. Ciao. Ciao.